Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Dune partie 2, film que, alors il faut le dire, j'attendais beaucoup. Le premier ne m'avait pas totalement convaincu, mais j'avais eu des problèmes aussi de compréhension, il faut le dire, par rapport au premier film. En fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas forcément claires pour moi, notamment au niveau des antagonistes, en fait, tout simplement. C'est une vidéo qui fait beaucoup d'erreurs, d'ailleurs, la vidéo que j'avais fait sur Dune à l'époque, il y a eu beaucoup de commentaires pour m'expliquer en fait véritablement les enjeux, parce que je ne comprenais pas tellement qui était le méchant de cette histoire, car la personnalité de l'empereur, personnage cité régulièrement, n'était pas véritablement présent à l'antenne et à l'écran, et donc rendait confus de qui était véritablement le méchant de cette histoire et quels étaient les enjeux tout simplement. Depuis, j'ai revu le film, depuis, j'ai appris plus de choses, depuis, je me suis renseigné sur cet univers, et donc ça a rendu cette expérience, en tout cas du premier film, très différente, même si je trouve qu'il y a toujours des longueurs, que le film, surtout en plus il n'y a pas cette conclusion et cet aboutissement qu'on aimerait, ce petit duel de fin n'est pas à la hauteur pour moi d'une conclusion de ce type-là, mais par contre, arrive cette deuxième partie, et cette deuxième partie, elle a les mêmes défauts que la première, par contre, elle a cette fin. Et même là, cette fin n'est pas totalement satisfaisante pour ma part. Pour autant, dans cette partie sans spoiler, je vais vous donner une bonne raison d'y aller. C'est que c'est le genre de film, il faut aller le voir au cinéma. Déjà rien que pour ça, rien que pour ce discours-là, ça vaut le coup. C'est 2h45, c'est très long. On les sent passer. Ça, je peux pas vous dire le contraire, on les sent passer. 2h45, on le sent passer. Mais moins que la première fois. Pour deux raisons. La première, c'est que cette fois-ci, il y a des choses de l'univers qui sont posées. Des personnages qui sont posés. Des trucs qui ont été bien mis en place. Et donc cette fois-ci, on peut vraiment s'intéresser aux personnages. On peut les développer, leur donner un peu de gras, comme moi j'aime bien dire. Le cas de Paul Atreides notamment, qui est un personnage qui avait peu de gras au premier épisode et qui cette fois-ci va en avoir énormément, et ça c'est plaisant. On va avoir le développement de beaucoup de personnages. Les enjeux sont aussi plus clairs, mais ils sont plus clairs parce que, selon moi, aussi parce que j'ai mieux compris le premier, ça aide, mais ils sont plus visibles. On voit véritablement ce qui se passe sur cette planète, on voit les enjeux de Paul, et on comprend parce que, en fait, on comprend le plan parce qu'il est annoncé à l'oral. Que Paul, il y a une prophétie qui avait déjà été plus ou moins teasée au tout début. On voit des petites références en disant que certaines personnes qu'il croise, des Fremen, l'associent à cette prophétie, que c'est peut-être lui, que c'est peut-être cet homme-là, que c'est peut-être ce gars-là qui sera le prophète qui va tout changer, etc., qui va ramener le vert sur cette planète, etc., etc. Enfin bref, il y a une prophétie. Et forcément, ça fait penser, et ça je l'ai su, je me suis renseigné après, c'est que c'est une saga qui a un peu inspiré également la saga Star Wars, et c'est vrai que quand on voit la prélo, je trouve que voilà, on limite dans ce film, je m'attendais à un moment à voir arriver Obi-Wan face à notre ami Paul Atreides et qu'il lui dise « Mais tu étais l'élu, tu étais celui qui devait ramener l'équilibre dans la force et pas le condamné à la nuit !» Bon, je ne sais pas si ça se produira dans le film suivant, j'en sais rien. En tout cas, si ça se produit, c'est formidable. Parce que là, franchement, easter egg, et vous, s'il vous plaît, vous reprenez la même chose, vous faites la même chose, le même texte, ça sera formidable. Enfin bon, peu importe. Mais c'est pour vous expliquer que ce film, il a au moins cet avantage que lui, il y a une vraie conclusion. Parce que le premier ne pouvait pas avoir de conclusion. Donc ils l'ont coupé à un endroit, libre à chacun d'estimer si c'est un bon endroit. Ça me rappelle un peu le Hobbit partie 1, où il décide de couper à un endroit où tu te dis, bon, alors que c'est pas le problème avec le Hobbit 2 par exemple qui se coupe à un endroit où tu comprends, et le Hobbit 3 c'est la fin, et le Hobbit 1 c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de coupure intéressante je trouve de mon point de vue, et là c'était un peu le cas, mais ils avaient fait de leur mieux, parce que quand tu regardes, moi maintenant quand j'ai vu l'œuvre en entier, je ne peux que me dire oui c'était un bon endroit pour couper, et qu'en fait il fallait vraiment attendre d'avoir l'ensemble pour peut-être se rendre compte de véritablement si c'est bien ou pas. Et je vous le dis, j'ai plutôt apprécié ma séance. J'ai passé un bon moment, on en prend plein la gueule. Et puis Denis Villeneuve, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est beau. Hein. Ah ouais, c'est beau. Alors il prend du temps. Ça manque toujours de dynamisme, ça manque de rythme, il prend trop de temps. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il prend du temps, mais t'as quand même des ellipses. Il y a quand même des endroits, par exemple, Paul va, lorsqu'il va découvrir donc, le peuple des Fremen, etc., comme on l'avait vu, il va un peu découvrir cette civilisation. Il va s'entraîner, il va développer ses pouvoirs, etc. Bref, il va développer certaines choses. Très bien. Et bien, il y a des fois des coupures. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on le voit, et puis boum, plan d'après, il est déjà prêt.
Tu sais, t'as pas comme où t'aurais un training montage, on le verrait progresser, tomber, remonter, etc. Pas du tout. Il n'a pas décidé de faire ça, c'est hop, il n'y arrive pas, enfin en tout cas on lui présente comme quoi il va pas y arriver, boum, le plan d'après, il est déjà en application du projet. Donc peut-être qu'aussi c'est peut-être dommageable, pour autant il prend son temps. Et puis les plans sont beaux, l'univers est beau, c'est incroyable de rendre un désert où il n'y a rien en plus. C'est terrible, il n'y a rien, et même il y a un énorme verre, on l'avait vu dans le premier film, et ce verre, c'est pas le truc le plus kiffant que j'ai jamais vu de l'humanité. Et pour autant, il le rend impressionnant. Les plans de caméra sont très bien choisis. Souvent, il y a cette image de gigantisme avec la façon dont c'est représenté. Bref, c'est très réussi de ce point de vue-là. Et donc, c'est un film qui est une nouvelle fois généreux. Mais je pense que ceux qui n'avaient pas été convaincus par le premier, je suis pas certain, pour être tout à fait transparent, que vous serez plus convaincus par celui-là. Pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre absolu. J'ai vu des gens te dire ça. Pour moi, Le Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre absolu. Par exemple, si je donne une comparaison, celui-ci, c'est moins le cas, de mon point de vue, parce que c'est très beau, mais ça prend du temps pour beaucoup de choses qui sont parfois un peu... On sent qu'on aimerait que ça avance un peu plus vite. Si le film avait duré 2 heures, par exemple, c'est-à-dire qu'on enlève 45 minutes, ce qui est quand même énorme, hein, mais peut-être que le film serait plus digeste, par exemple, et serait vu différemment. Et en même temps, il prend du temps, il installe une ambiance, c'est un style. Il faut aimer. Je peux pas lui reprocher totalement parce que je trouve que c'est assumé, que c'est justifié par rapport à ce qu'il fait dans le film, et que par exemple, il n'y a pas ce truc de d'un coup, ça va aller hyper vite et on va rien comprendre. Non, non, ça prend son temps tout le temps en fait. Donc il faut aimer ce style, et une fois qu'on s'y est fait, moi j'avais rattrapé Dune partie 1 là juste ce week-end, je me suis refait juste avant le film, ce qui fait que je me suis fait 5 heures de Dune quasiment, 6 heures de Dune pardon, en 2 jours, et ben je m'y suis fait en fait, et franchement ça fonctionne extrêmement bien sur moi, c'est ce rythme. Pour autant, je sais que je l'ai quand même senti passer. Voilà. Deuxième point qui est hyper important, selon mon point de vue, c'est que j'ai aimé ce film, parce que j'ai aimé l'univers de science-fiction, moi j'aime la galaxie, j'aime des choses comme ça. Par contre, j'ai été gêné. Et là, ça ne concerne que moi, évidemment, et attention, mes propos n'engagent que moi, mais ça me gêne que de... Alors là, vous inquiétez pas, ça ne spoile rien sur l'intrigue, mais on a vu que Paul, donc il y avait une sorte de prophétie. Et donc, le terme prophétie va amener à qu'on le considère comme un prophète. Voilà. Et ce terme de prophète fait évidemment référence à, et d'ailleurs tout ce qui va se passer là, plus ou moins, va amener à faire des références plus ou moins appuyées, on va pas se mentir, à l'islam. Et c'est pas un problème, je le dis tout de suite. Ce qui est plutôt un problème, c'est qu'on va se mettre avec des gens qui sont, on va le dire, des fondamentalistes. Ils vont le dire comme ça dans le film, c'est comme ça qu'ils vont le dire, c'est qu'il y a deux types de gens. Il y a des gens qui sont plus des... qui sont pas des croyants en fait, qui eux veulent juste de l'émancipation, etc., etc. Et d'autres qui sont des fanatiques, des croyants, quoi. Et Paul va devoir un peu s'intégrer avec ces deux ambiances-là pour réussir à faire quelque chose de sympathique. Et ce qui me gêne un peu, de mon point de vue, évidemment, c'est que ça donne quand même ce sentiment à la fin, à la conclusion, etc., que de notre point de vue, évidemment, Paul est le héros de l'histoire, ce peuple-là qui est un peuple opprimé, en plus, voilà, on leur pique tout, etc. Enfin bref, il y a plein de raisons. C'est un peuple qui souffre, et ça, c'est très très bien fait, on les voit se défendre, etc., etc., ok. Mais le fait de se dire que, de notre point de vue, les fondamentalistes sont les héros de l'histoire et sont les gentils de cette histoire, alors qu'aujourd'hui, on a des fondamentalistes qui font des choses terrifiantes, il y a des gens qui perdent leur tête pour moins que ça, c'est quelque chose je sais que ça m'a empêché d'être vraiment à fond avec le personnage principal. Je vais vous comparer avec des sagas comme ça, des grandes sagas. C'est comme si je vous disais que je voyais Frodon qui va aller détruire l'anneau, etc. Et puis qu'en vrai, ouais, j'aime pas tellement, et puis j'aime pas tellement ce qu'il raconte, puis j'aime pas tellement ce qu'il fait, etc. Mais j'aime bien quand même l'histoire, j'aime bien la quête, j'aime bien le truc, l'anneau, que ça me plaît bien, mais j'aime pas trop. Bah non, c'est pas le cas, tu vois, quand tu le suis, t'es content de voir Frodon, etc. C'est comme je vous disais dans Star Wars, ah Luke, au final, je le sens pas trop, etc. Machin, mais bon, j'aime bien la mission, et puis je comprends qu'il faut détruire l'étoile noire, etc. Mais le personnage en lui-même, et ben là, c'est un peu ça en fait. Ça gênera pas tout le monde. C'est certain, ça gênera pas tout le monde. Et puis surtout, je vais le dire tout de suite parce que c'est hyper important, c'est pas du tout à charge parce que, par exemple, vous avez le personnage donc, de Zendaya, enfin interprété par Zendaya qui s'appelle Shani, qui est génial et qui est un très bon personnage qui est nécessaire à cette histoire pour justement montrer les personnages qui ne sont pas dans le fanatisme, qui sont plutôt là pour se battre, et qui dénoncent aussi ce qui a provoqué le fanatisme dans son peuple, de dire voilà qu'en fait on attend le prophète, on l'attend, et puis on ne fait rien, et donc on fait rien, et
ce qui fait qu'on reste condamné un peu à cette attente sans, voilà. Et je trouve que c'était plutôt bien fait, plutôt bien amené. Ce qui fait que je suis pas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment du mal, hein, parce que pour me prononcer, pour affirmer quelque chose d'extrêmement compliqué, surtout quand vous faites des parallèles qui ont, en plus, là ça n'a aucun sens, parce que Dune a été écrit bien avant, tous les problèmes que je cite aujourd'hui. Donc en fait, là c'est notre regard de 2024 qui évidemment est faussé par rapport aux événements qu'on peut avoir ces derniers temps et ces dernières années, que ce soit en France ou même ailleurs dans le monde. Donc forcément ça joue. Ça joue. On peut pas faire semblant que ça joue pas. Et je comprends d'ailleurs, ils vont parler de guerre sainte, ils vont parler, enfin vraiment, c'est pas moi qui le fabule, tu sais, tu pourrais te dire encore, ah il exagère. Non, non, là, promis, j'exagère pas. Là, c'est vraiment, c'est une représentation d'une forme d'intégrisme qui est violent en plus. Ça va amener à des gens qui se font trancher la gorge, etc. Enfin, ça va amener des choses, le film est un peu violent, sans être trop violent, mais quand même. Donc voilà, il y a quand même une mise en scène et de l'histoire et de ces enjeux qui m'empêche de totalement me projeter dans cette histoire parce que bah, j'y ai mes réserves et j'y ai mes réserves par rapport à ma propre histoire. Mais je précise tout de suite que ça me concerne que moi. C'est comme si moi, par exemple, je vais voir un film dans lequel, je sais pas moi, on verrait, je sais pas moi, quelqu'un qui se fait, je sais pas, insulter de tous les noms, etc., etc. Et ça viendrait me toucher moi personnellement parce que je partagerais une partie de ces histoires ou j'en sais rien. Et ben ça viendrait me toucher. C'est comme quand je vois un dessin ou une fille par exemple, ou un homme ou quelqu'un qui va te raconter qu'il est malade du cancer et que moi je sais que quelqu'un de ma famille est mort de cette maladie. Bah forcément ça, si j'ai ce petit truc de ah ça me touche plus qu'autre chose. Je dis pas que les autres trucs ne me touchent pas, mais ça va me toucher un peu plus. Ça va venir me chercher quelque part, tu vois, au fond de mon être. Et ben là c'est exactement le même problème. Ceci étant, c'est pas une grief parce que le film développe ça extrêmement bien, c'est très bien fait, c'est très beau aussi, il y a un côté voilà, dans la mise en scène, dans le choix, dans les personnages, etc. C'est très très bien fait. Après voilà, bon, Paul Atreides, moi je suis pas super fan, je le dis. Il est stéphanois, hein, notre ami Timothée Chalamet, donc je ne peux, voilà, vraiment, on peut pas m'accuser presque d'avoir des problèmes avec Timothée Chalamet. Mais c'est vrai que je trouve pas qu'il fait une performance extraordinaire, sauf dans certains moments. Et je trouve que c'est peut-être le rôle en lui-même où il est assez, je sais pas, le film est un peu bon. Mais il y a ce moment où il va discuter, où il va passer sur une sorte de scène avec plein de fidèles qui sont autour de lui et tout. Cette scène est incroyable, incroyable, vraiment. En fait, on en avait besoin, sauf que cette scène arrive assez tard et donc c'est vrai que j'étais moyennement convaincu. Et là, d'un coup, waouh! Et puis même la fin, la conclusion est plutôt réussie. Zendaya est toujours formidable. De toute façon, peu importe, j'ai l'impression que tu lui ferais jouer n'importe quoi, elle est formidable. Elle est formidable cette femme, elle est formidable, formidable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc Shani, magnifique. Ensuite, vous avez Rebecca Ferguson qui interprète le personnage donc, de Dame Jessica, qui est la mère de Paul. Elle est sublime. Elle est sublime. Et surtout, elle habite le rôle de cette mère, mère religieuse, etc. Enfin, elle est incarnée, elle a le regard, elle est habitée par son truc, c'est absolument terrifiant. Josh Brolin, qui interprète le personnage de Gurney Halleck, qu'on avait déjà vu, est vraiment très très bon. Il est très juste, très bien, voilà, il fonctionne très bien. C'est un personnage qui a un peu de l'action et tout, mais c'est plutôt cool de le voir dans le film. Très déçu, très très déçu de Dave Bautista dans le film. Ils lui ont rien donné sauf un rôle de crétin, et oui ok il a joué Drax, etc. Mais je trouve que c'est terrible de le faire jouer ça. Franchement ils ont un acteur qui est capable de jouer extrêmement bien, on l'avait vu dans le James Bond dans lequel il a joué, etc. Et même dans d'autres films où il a pu jouer, et faire jouer ça, c'est vrai que je trouve ça décevant. Après le personnage est certainement comme ça, donc je vais rien dire, mais bon c'est comme ça, mais c'est vrai que ça m'a complètement sorti du film. Ensuite, Stilgar, qui est le second, on va dire, derrière Paul et tout, personnage fabuleux, qui est un fanatique de Paul et qui veut vraiment y croire, etc. Alors que Paul lui-même n'y croit pas vraiment, mais il dit bah, en vrai, on croit en moi, bah, je vais essayer. Et vraiment, il est super bien incarné, c'est un personnage qui est quand même attachant. Parce que comme je l'ai dit, j'ai cette réserve de ce côté fanatique, et en même temps, lui, il a réussi à venir me chercher, donc je suis assez content. Ensuite, vous avez, comment elle s'appelle, Florence Pugh, qui affronte le personnage, la princesse Irulan Corino. Je suis désolé, mais il y a des personnages parfois qui n'ont même pas leur nom cité quasiment, donc c'est terrible. Qui a une toute petite présence. Il y a un truc qui se dégage de cette actrice, c'est indéniable, mais je trouve que le personnage, évidemment, on en verra plus, je pense, dans le film suivant. Celui-ci,
Elle a quelques petits moments, mais ça reste très marginal. Léa Seydoux fait une petite apparition qui est très cool aussi, voilà, qui est très sympa. J'ai beaucoup aimé. Vous avez le personnage de l'empereur, qui est justement ce personnage qu'on n'avait pas vu dans la première partie. Et là, ça aide à comprendre parce qu'on voit véritablement l'empereur et le baron. Ça évite ce que j'ai eu comme problème dans le premier film où je ne savais pas vraiment qui était l'antagoniste. Et là, ça rend les choses plus claires de mon point de vue. Et j'aurais aimé qu'il soit là dans le premier en fait. Enfin, qu'il soit qu'il y ait plus de séquences avec ce personnage pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre les enjeux, en tout cas de mon point de vue. Le baron, donc Vladimir Harkonnen, qui est génial, hein. Ouais, l'acteur est formidable, etc. Mais c'est pareil, il est beaucoup moins mis en avant dans ce film-là, en fait. Dans le premier, il avait tout le mysticisme, il vole, etc., etc. Enfin, il y a vraiment un truc qui se dégage de ce personnage, une atmosphère, waouh, c'est vrai que c'est flippant. Et là, bah, je trouve qu'il a perdu un peu de son aura incroyable. D'ailleurs, il va le perdre assez vite. Enfin, c'est un peu dommage. Et puis, bah, vous avez donc le personnage donc comment il s'appelle? Je vérifie juste pour être sûr. Ouais, c'est ça. Donc de Fade Rauta, j'espère que je le prononce comme il faut, qui interprète le fils donc du baron, qui est extraordinaire. Et lui, bah, il a tout ce que Dave Bautista n'a pas eu. C'est-à-dire un rôle hyper... bah, le mec, il est fou furieux. Je me suis même dit, d'ailleurs, j'aurais peut-être aimé voir Jared Leto interpréter ça, peut-être paradoxalement, ou voir Heath Ledger, ou un machin. Enfin, il y avait un côté très Joker dans son interprétation, et c'est un compliment que je lui fais. Et pourtant, j'ai pas aimé le Jared Leto de Suicide Squad, mais c'est pas grave. C'est juste que voilà, j'ai beaucoup ce qu'il en a fait. Je trouve que c'est un personnage, il a crevé l'écran en quelques minutes. C'était formidable, un travail magnifique. La scène dans l'arène, il y a une scène dans l'arène. Moi, j'adore les gladiateurs, donc évidemment, j'étais en émoi devant ça. J'étais n'en donnez plus, c'est trop beau, c'est magnifique. Ça, ce genre de séquence, par exemple, ça prend son temps. Ça n'a pas grand intérêt par rapport à l'histoire, ça ne sert presque à rien. Mais ceci étant, c'est très beau. Je peux pas dire que c'est pas beau, je peux pas dire que c'est pas sympa, et je peux pas dire que c'est pas cool de voir ça. Franchement, c'était stylé. Donc voilà, je n'ai pas regretté, et vraiment, le plan était cool. Et de ce point de vue-là, c'est assez formidable. Et enfin, et avant de passer la partie spoiler rapidement, je suis assez déçu de la conclusion. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais pas rentrer dans le détail. Mais juste, en fait, là, cette fois-ci, par contre, il y a une conclusion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté, voilà, on monte, et on a une résolution. Si on m'avait dit que la résolution, ce serait ça, je vous aurais pas cru. Franchement, par rapport à tout ce qu'on voyait, par rapport aux enjeux, par rapport à ce qu'on nous manifeste dans le film et tout, quand on arrive à juste uniquement ça pour conclure, j'étais extrêmement surpris et je le suis encore aujourd'hui. Donc voilà, mais je vais expliquer maintenant en partie spoiler. Donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez partir de la vidéo tout de suite parce que je vais spoiler les 3 éléments qui me semblent vraiment importants dans le film. Donc fuyez et on se retrouve nous maintenant en partie spoiler de la vidéo pour tout spoiler. Je vais donc axer ma critique dans cette partie-là avec spoiler, avec les différents axes que j'ai pu relever dans le film. Parce que pour moi, il y a vraiment 3 voire 4 gros moments. Vous savez, la première partie, où Paul s'intègre à cette nouvelle civilisation qui sont les Fremen. J'ai 2 remarques à son sujet. C'est évidemment le sujet du fanatisme, je l'ai évoqué dans la partie no spoiler, je ne vais pas y revenir particulièrement. Je vais revenir quand même sur 2 éléments. C'est le côté où le personnage donc, de Zendaya, donc Shani, est vraiment la personne qui est plutôt, bah voilà, elle est éclairée, elle n'est pas soumise à cette doctrine, etc. etc. Et c'est un personnage qui est essentiel, parce que vraiment sinon je pense que j'aurais encore eu plus de mal que ce que j'ai eu. Et pour autant, bah, le personnage donc, de Stilgar, qui est un personnage qui est vraiment un fanatique, arrive à être sympathique et suffisamment sympathique pour que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas ce rejet total. La scène où Paul donc justement s'adresse aux fidèles après avoir consommé le poison, etc. est formidable. Elle est habitée cette séquence. Tout le travail autour du poison, autour de sa mère, elle a obtenu tous les souvenirs, etc. etc. C'est assez formidable. Il a développé ses pouvoirs. Mais ça, je trouve que ça a été très mal amené. Et ceci étant, ça m'a rappelé une autre œuvre. Alors, je ne vais pas spoiler cette autre œuvre, je vous le dis tout de suite, mais je vais quand même révéler un tout petit élément. Donc, si jamais vous ne l'avez jamais vu, voilà, je vais révéler un tout petit élément de l'intrigue. C'est dans l'attaque des Titans. Voilà, là, je fais des trucs qui n'ont rien à voir, mais Eren a aussi des visions aussi. Il a aussi des visions, des choses, etc. Et je trouve qu'il l'a amené de la même manière. Sauf que dans l'attaque des Titans, le fait qu'il ait des visions amène à amener un destin, un dessin, etc., etc., tout ce que vous voulez. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Si vous avez vu l'attaque des Titans, vous savez pourquoi. Là, c'est pas trop le cas, mais moi ça me choque pas, parce qu'en fait, vu que Paul n'y croit pas vraiment lui non plus,
il fait comme s'il y croyait, mais il n'y croit pas particulièrement. Donc je trouve que c'est plutôt bien dosé, parce que lui-même a bien conscience que peut-être qu'il n'est pas ce qu'on décrit, mais que c'est pas grave, de toute façon, sa cause elle est juste quand même. C'est de récupérer de récupérer son honneur, récupérer sa planète, se venger, etc., etc. Donc là-dessus, et puis même libérer ce peuple, l'empereur ça va pas, le baron ça va pas, enfin bref, c'est une catastrophe, donc il faut qu'on règle le problème. Et j'ai trouvé que c'était un très très bon choix, et là-dessus, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Sauf que l'élément qui m'a perturbé là-dedans, c'est le training. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il essaye de piloter les vers, eh bien, vous avez au début, ils lui disent il n'y a pas y arriver, et puis boum, plan suivant, bah, il y arrive en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de training montage, t'as pas ce moment où le mec échoue, etc. Alors, pas la peine qu'il se fasse bouffer une moitié de la jambe ou je sais pas quoi. Non, mais juste, je sais pas, tu le vois essayer, il tombe ou j'en sais rien. Alors, est-ce que ça aurait enlevé le mysticisme du personnage, le fait que lui, eh ben, c'est le prophète et donc il peut pas échouer, etc. C'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être volontaire. Mais c'est vrai que tu as l'impression que voilà, on passe, il y a du temps, on sait même pas combien de temps il se passe véritablement, mais tu as l'impression que tout est facile. Est-ce que c'est si facile? J'en sais rien. Donc ça endommage un peu le côté, vraiment c'est extraordinaire. Pourtant la scène est magnifique. Voilà, l'histoire d'amour avec Zendaya est très réussie, donc avec Shani et Paul, c'est vraiment très très réussi. Donc Paul a un surnom d'ailleurs, donc il s'appelle Usul dans cette version-là, et c'est très beau de l'entendre comme ça. Voilà, il lui donne un surnom exactement aussi comme on peut avoir dans d'autres religions, où on renomme une personne, où on lui redonne une identité, etc., etc. Et puis bah voilà, il est habité comme prophète, et puis en plus bah, il commence à avoir des capacités, des pouvoirs, et c'est vrai que la description semble lui convenir, parce que tout événement qu'il réalise semble les convaincre que c'est le cas. Par exemple, quand il dit que lui-même, n'estime pas en être un, et ils disent bah ouais, mais c'est ce que disent les textes aussi, c'est que celui qui viendra sera en fait quelqu'un qui dira qu'il l'est pas. Donc tu sais, en fait tout, t'as l'impression que tout peut convenir. C'est vraiment, ils vont calquer le truc, boum boum boum, et n'importe quoi de ce qu'il fait, les chaussures qui sont bien mises, ah bah c'est lui. Et puis machin, enfin c'est tout été, on se souvient dans l'épisode précédent. Et donc voilà, mais c'est quand on veut croire en fait entre guillemets, tout signe peut être interprété de cette manière-là. Mais il y a un truc aussi où bah voilà, ils ont la matière pour pouvoir avancer, etc. Et ce moment d'ailleurs où il s'adresse aux fanatiques, t'as l'impression qu'ils vont lui sauter dessus, et puis c'est pas le cas. Il arrive à retourner toute la salle, vraiment. Cette séquence est formidable, et bravo à l'acteur qui fait une performance remarquable. Deuxième aspect, donc comme je l'ai expliqué, c'est tout le travail autour de la famille Harkonnen. Je ne suis pas content de ce qu'ils en ont fait. J'ai eu l'impression quand même que Dave Bautista n'était pas du tout présenté comme ça dans le film précédent. C'était pas présenté comme une tange, comme quelqu'un de ridicule, etc. Et là, il rate tout, il fuyard, machin. Ou alors c'est moi qui fabule, mais il avait l'air d'être un personnage costaud, puissant, etc. Et d'un coup, boum, il se passe plus rien. Alors c'est vrai que j'aime bien l'acteur, donc ça me fait chier, mais avec le voir devenir comme ça, et en fait t'as l'impression qu'ils ont été obligés de le faire vraiment tomber de son piédestal pour faire rentrer ce nouveau personnage, qui effectivement est très réussi. Donc le personnage de Fade Rauita là, il y a vraiment un personnage extraordinaire, tout ce que tu veux, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est bon quoi, ça va 2 minutes quoi. Franchement, j'ai trouvé ça m'a rappelé, sans vouloir dire, mais un peu un Star Wars épisode 8, s'il y en a qui voient, où il y avait un personnage par exemple qui était, c'était le général Hux, c'est ça, qui avait un certain charisme dans l'épisode 7, et puis que dans l'épisode 8, il n'en avait plus du tout, par exemple. Bah voilà, bah, ça m'a rappelé un peu ça, et j'ai fait, bon, c'est pas choquant, mais voilà. Ensuite, quand tu as un acteur qui est capable d'interpréter le baron Vladimir Harkonnen de cette manière-là, et que tu lui fais faire 4 pauvres petites séquences, et qu'après il finit tué, jeté sur un escalier, il lui plante un... Oh ouais, tout ça pour ça. Ah, j'étais déçu. Ah, j'étais déçu. Ils mettent une armée de malades, t'as des bombes nucléaires, t'as des trucs... Enfin, franchement, on te tease des trucs de fou. Et puis, il meurt comme ça. C'est comme si Frodon l'avait traversé tout le Mordor. Et puis, en fait, on n'en avait rien vu, puis il arrive, boum, il jette le collier. Enfin, je sais, j'ai été déçu. Mais déçu. Et pour autant, ça arrive à ce moment-là, et c'est pas grave. Surtout que les scènes de combat sont plutôt stylées, les scènes avec la bataille qui arrive, l'armée et tout, c'est cool de les voir avec les vers et tout, c'est cool, machin. Enfin, vraiment, il nous a offert. Et puis je suppose que c'est comme ça dans le roman, donc on peut pas inventer non plus un truc. Mais c'est vrai que ça fait... Et puis donc l'empereur, bah là il lui propose un duel. Je comprends pas l'enjeu. Je suis désolé. Il lui dit bah avant même le duel, il lui dit je vais épouser votre fille. Je vais épouser votre fille. Donc
le duel, en vrai, pas vraiment lieu d'être. Et puis au final, elle lui demande de l'épargner, il remporte la victoire, il tue son adversaire, ok très bien, bravo à lui, le combat est plutôt stylé, et puis en plus ça fait référence au combat précédent où la lame, lui, dans son entraînement qu'il avait eu, justement, il avait réussi à, pour lui, se battre, sauf que l'autre adversaire l'aurait embroché, et c'est ce qui arrive à son adversaire, donc bravo à lui. Paul, la séquence de combat est très belle, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas... Alors bon, il lui embrasse la bague et tout, bon ok, décevant, très décevant pour ma part. Après, voilà, ils partent au combat, ils partent dans les vaisseaux spatiaux et tout, c'est plutôt stylé. Et là, évidemment, Shani qui découvre, donc elle va prendre, alors qu'il lui dit que son cœur lui appartiendra toujours, mais qu'il va se marier avec elle. Et ça, c'est vrai que ça rappelle un peu les mariages forcés qu'on avait à l'époque. On fait des mariages par intérêt, des mariages, mais pas des mariages d'amour. On fait pas des mariages d'amour, on fait des mariages par intérêt, intérêt politique, etc. C'est ça qu'il en ait conscience, c'est assez terrible d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'elle part dans le désert, enfin bon, c'est plutôt stylé, mais c'est vrai que c'est triste pour ce personnage qui était vraiment abouti et cette relation qui était vraiment, vraiment géniale. Euh, c'est vrai que cette conclusion m'a déçu. Mais au moins, il y en avait une. Dans le premier, il y avait vraiment ce côté où oh, je m'arrête là, je vois, j'ai pas le goût, machin. Là, il y a une conclusion. Je peux la critiquer, je peux faire des remarques, mais au moins il y a une vraie conclusion, il y a un vrai aboutissement, il y a un vrai truc, voilà, c'est plutôt stylé. Je m'attendais pas du tout d'ailleurs avec cette saga développe le côté qui était des armes nucléaires, etc. Je m'y attendais pas du tout, tellement on était avec des sabres, des lames, etc. On était plus vraiment du tout dans le côté technologique. D'un coup, on te ramène des armes nucléaires, c'est vrai que ça m'a presque dit, mais waouh, c'est vrai que c'est ça, il faut pas oublier que c'est une série de SF parce que c'est vrai que là on était au Moyen-Âge, donc parce que en fait, on est en Antiquité là, si vous regardez bien, alors oui, ils ont des trucs pour capter l'eau, machin, etc. Ok, mais voilà, ils se battent, t'as vraiment l'impression que c'est du Moyen-Âge. Donc, même dans leur façon de vivre, etc., enfin, c'est l'Antiquité, quoi. C'est très très ancien. Le fanatisme, tout ça, forcément, ça a des bases d'Antiquité ou du Moyen-Âge, évidemment, pour beaucoup de courants religieux de notre époque. Donc, forcément, c'est logique que ça m'y fasse penser. Mais c'est quand même une saga de SF, faut pas l'oublier, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce mariage-là, et ça est assez détonnant pour ma part. Vous allez me dire, dans Star Wars, ça c'est pareil, c'est pareil. Oui, sauf que dans Star Wars, t'as des robots partout, t'as des droïdes, enfin bref, ça me fait pas le même effet, mais là, ça me faisait un peu, mais c'était quand même cool à voir, et puis ça fait un bon mix, et puis c'était assez sympa de voir une nouvelle version de tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, le passage dans l'arène m'a particulièrement marqué, c'était spectaculaire et formidable. Et dans le troisième point que je n'ai pas cité tout à l'heure, et je voulais pas forcément trop en révéler, c'est évidemment que donc on découvre que la mère de Paul Atreides est une Harkonnen. Et donc Paul est également Harkonnen. Et oui les enfants, alors ça, celle-là on s'y attendait pas. Ça m'a rappelé une saga Star Wars où ça se termine par un je suis ton père, hein, on va pas se mentir. Mais c'est normal, ce qui paraît c'est inspiré, donc forcément on peut y retrouver des certains marqueurs. Mais c'est vrai que ça m'y a fait penser dans sa mise en scène, dans la façon dont on révèle le truc de, alors c'est pas je suis ton père, mais c'est plutôt il est ton père. On fait la variante quoi, il est ton père. Je pense que c'est ce qu'on aurait comme variante, mais c'est vrai que ça fait, ça spoil, enfin c'était assez, c'est une révélation que je m'y attendais pas du tout, qui n'a pas d'impact particulier sur l'histoire. Parce que il va tuer Harkonnen de toute manière, il tuera l'autre Harkonnen de la même manière, etc. Donc ça n'a pas vraiment d'impact sur l'histoire. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je pose la question, j'ai l'impression que après c'est le roman qui est comme ça, donc je suppose bien, mais peut-être qu'il y a un intérêt qu'on découvrira par la suite, et que ça va lui offrir une autre forme de légitimité aussi peut-être, et que voilà, il va peut-être pouvoir la valoriser, parce qu'il la valorise pas tellement, hein. Il la valorise pas tellement, mais parce qu'il demande à être reconnu, acknowledge me, entre guillemets, comme Roman Reigns, et les peuples qui viennent avec leurs vaisseaux refusent de le reconnaître comme souverain, et donc ça va démarrer une guerre qui est reconnue comme une guerre sainte. Ce que je vous expliquais, c'est que j'ai vraiment un malaise avec ce film, mais c'est comme ça, mais bon, c'est lié à forcément le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais forcé de reconnaître que c'est tellement bien fait, que c'est tellement, ça coule de source, que c'est tellement sympa, que voilà, je ne peux pas lui en tenir plus que grief que ça, et puis c'est l'univers qui est comme ça, donc on ne peut pas trop en dire. Et puis surtout, voilà, il y a des remarques, je veux dire, voilà, le personnage de Shani est indispensable pour me permettre de véritablement apprécier tous ces enjeux-là, sinon véritablement j'aurais des problèmes. Enfin, je vais terminer avec l'image. C'est un film qui est sublime. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là je vais pouvoir m'appliquer sur des séquences. Les scènes où on voit les vers sont formidables. Le pilotage des vers, formidable. La scène, justement, où il fait ce grand discours devant les fidèles, incroyable. La scène
Il y a de la travail de la couleur, il y a les scènes où il est complètement en train de presque mourir, etc., etc. C'est formidable. On a la scène où ils sont tous en train de prier comme ça. Enfin, il y a une mise en scène, il y a un travail. Il fait beaucoup, beaucoup de plans aériens, beaucoup de plans qui sont très loin pour montrer du très grand. Même si au final il n'y a rien à montrer, parce que parfois il n'y a pas le verre, hein, c'est juste qu'il veut montrer du très grand. Donc il monte du très grand pour au final après venir sur du plus petit. Il monte en haut de grandes dunes. Il fait, enfin vraiment, vraiment, c'est une impression de gigantisme en permanence dans ces films, les vaisseaux spatiaux, etc. J'ai adoré les scènes d'explosion, les scènes de rébellion, ils font exploser, machin, etc. C'est des batteuses aussi qui explosent pour récupérer l'épice. C'est très bien fait, voilà, vraiment c'est excellent et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un film, la musique aussi, il y a ce thème qui revient, qui est redondant et tout, qui accentue le côté où c'est un peu tranquille, sloppy. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est formidable, enfin c'est formidable, je veux dire, c'est dans le sens où on ne sera pas déçu par sa conclusion parce que le rythme sera à peu près le même jusqu'au bout et ça marche plutôt bien. Bref, un film qui m'a, comme vous pouvez le voir, hein, qui m'a plutôt convaincu, hein, vraiment je suis assez content de l'avoir vu, je trouve que c'est un film qui a plein de promesses, qui les a tenues, mais je suis déçu de sa conclusion. Enfin, je suis déçu de sa conclusion, mais c'est mes goûts. J'estime que voilà, voir le grand baron Harkonnen mourir comme ça, j'étais hyper déçu. Hyper déçu. C'est mon avis. Ce duel aussi, franchement, ouais, je sais pas. Ce personnage qui était tellement, voilà, il était incroyable dans l'arène et tout, et le voir mourir comme ça, là. Peut-être que j'espérais mieux aussi. Parce que c'est vrai que là, quand on commence à utiliser des têtes nucléaires, des machins, tu te dis, oh là là, mais ça va partir dans des trucs de fou, et puis pas tellement en fait. Pas tellement. Il y en a, mais pas autant que ce qu'on aurait. Cette démesure par l'image n'a pas eu cette démesure par les événements. Voilà, si je devais résumer, par ces événements de fin, pas tellement. Même du côté de Paul lui-même, c'est son développement, son côté prophète, tout ce que vous voulez. C'est pas. Il y a de la démesure par la réalisation. Dans le script, pas tellement. En tout cas de mon point de vue. Mais franchement, et puis le casting est très réussi quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses. Franchement, c'est très, voilà, c'est très agréable. C'est un film que je recommande, qui a les mêmes griefs que le premier en termes de rythme, en termes d'image, en termes de ce que vous voulez, pour ceux qui n'avaient pas forcément aimé. Mais par contre, ceux qui avaient aimé, je pense que vous ne serez pas déçus, vous serez même encore plus satisfaits, parce que le film va beaucoup plus loin, va beaucoup plus développer, va leur donner une vraie assise. Paul va avoir une vraie assise, Chani va avoir une vraie assise, le personnage de Stilgar va avoir une vraie assise, etc. Beaucoup de personnages vont avoir du temps, vont être développés, vont avoir beaucoup de choses à défendre dans ce film. Et ça fait plaisir, à part Dave Bautista, je ne sais pas. Justice pour Dave Bautista, je ne comprends pas. Dave Bautista, putain, l'animal quoi. Ils n'ont pas respecté l'animal, merde. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est très simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.